Donc, on va commencer. Vous êtes This meeting nombreux. is being recorded. C'est quoi ce délire? Vous êtes nombreux. Donc, là, ça va être la toute première conférence un peu thématique, uniquement sur la leucémie myéloïde chronique, sachant que, l'hémato, c'est quand même un gros du concours avec énormément, de cours, de chapitres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, si vous pouvez m'arrêter à tout moment, voilà. Si vous comprenez pas un truc et tout, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Donc c'est un peu, le gros, un gros chapitre c'est vraiment l'hémato, c'est la base et tout. Donc on va essayer de se focus sur un item qui est la leucémie myéloïde chronique. C'est un item qui est hyper important, qui tombe souvent, qu'il faut maîtriser, qui est pas l'item, d'onco-hémato le plus compliqué, hein, on va pas se mentir. C'est pas le myélome qui est assez dense, c'est pas aussi tout ce qui est, lymphome et tout, mais c'est un item qu'il faut connaître et qu'il faut pas faire d'impasse dessus, quoi. Donc je vais vous expliquer un peu comment la conf elle va s'organiser. Donc je vais faire en fait un petit résumé sur l'hémato, je vous parle un peu des supports et tout, et après, en fait, on va rentrer sur le vif du sujet où on va, corriger, donc les cas, question par question. D'abord, en fait, je vais vous laisser répondre à l'oral ou à l'écrit comme vous voulez, aux questions, et après moi, je vais afficher, en fait, la réponse et on pourra en discuter au fur et à mesure de la conf. Sachant que, le but, c'est que la conf, elle soit la plus interactive possible et qu'à la fin, de cette conférence, vous dites: «Ah, c'est bon, la leucémie myéloïde chronique, je sais acquis, c'est un truc que je gère, il y a plus de soucis, quoi». OK, donc on va commencer. Donc là, je vous ai récapitulé un peu, à quel niveau on retrouve l'hémato, en fait, au concours. Donc on va le retrouver plutôt dans la section 2 avec, la base, la physiologie des lignées myéloïdes, les groupes sanguins ABO, système Rhésus et KEL, la physiologie de l'hémostase primaire, de la coagulation, de la fibrinolyse. L'item de, 26, je trouve qu'il est hyper important, surtout si, pour, poser les bases, notamment dans tout ce qui est, tro parce qu'après en fait en hémato, dans la section 4, il y a tout ce qui est, trouble de l'hémostase, allongement de l'intervalle QT et tout, et c'est hyper important de le connaître un minimum pour ne pas arriver à prendre, donc tout ce qui est diagnostic dans l'allongement et tout, se retrouver: «Ben, en fait, je comprends rien parce qu'en fait, j'ai pas appris, l'item, 26 de la section 2». Ça, c'est un conseil. Et après, l'autre partie de l'hémato, vous allez le retrouver énormément dans la section 4. Donc, les anémies carentielles, les anémies hémolytiques, polyglobulie, leucémie myéloïde chronique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hémophilie, maladie de Louis-Brown et tout. Sachant que moi, l'hémato, on peut le diviser en 2 grosses parties. Tout ce qui est l'oncohémato avec, ouais, tout ce qui est l'oncohémato avec, la polyglobulie, les leucémies myéloïdes chroniques, avec, myélome et dysglobulie monoclonale de signification indéterminée, les leucémies, donc la leucémie aiguë, et les syndromes myélodysplasiques. Tout ce qui est leucémie lymphoïde chronique, les lymphomes, donc ça, c'est plutôt oncohémato, et la partie qui est un peu plus trouble de l'hémostase avec, tout ce qui est diagnostic dans l'allongement du QT. Dedans, on va retrouver tout ce qui est maladie de Willebrand, on va retrouver l'hémophilie et tout, et une partie un peu dire, je dirais pas fourre-tout, mais une autre partie avec les anémies carentielles, les anémies hémolytiques, les hémoglobinopathies, avec tout ce qui est drépanocytose et thalassémie. Donc ça, c'est le gros, et il y a l'item 38, là, c'est juste pour, connaître un peu, tout ce qui est, produits sanguins labiles et tout. Bon, en vrai, c'est un item que vous pouvez faire vers la fin. Le gros du travail, c'est vraiment les items 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 qu'il faut vraiment connaître, et je ne vous conseille pas de faire d'impasse sur les matos, c'est hyper important, ça tombe tout le temps, que ça soit en QCM ou en dossier. Et donc après, la partie section médicaments, donc la section 5, où, il y aura tout ce qui est médicaments dérivés, du plasma, les cellules souches hématopoïétiques. Bon, ça, la section 5, c'est quelque chose qui tombe énormément, bon, ça tombe en QCM.
Ça peut tomber aussi en cas clinique, une petite question transversale et tout, c'est possible, mais voilà, c'est aussi, très important à connaître. Donc après, moi, je vous ai fait, en fait, un petit rappel sur les supports, que vous pouvez utiliser. Donc les éléments importants, c'est la physiopathe, tout ce qui est diagnostic biologique et clinique, les évolutions de chaque pathologie, c'est hyper important de savoir les évolutions à court terme et à long terme et les médicaments, donc ça fait appel vraiment à des notions de pharmacie clinique. Au niveau des supports de cours, bah, il y a le DB, il y a les ECN en fiche et il y a un site internet qui est hyper bien, qui est Hématocell. Personnellement, moi, j'ai utilisé principalement, les ECN en fiche. Sur Discord, vous en avez on en parle souvent de ça. Et au niveau, Hématocell, c'est bien puisque c'est un petit site qui est bien fait et tout, ça permet de voir des fois il y a des images en fait des cellules et tout, donc si vous êtes visuel, ça permet de voir un peu, bah, par exemple, je sais pas moi, quand on a un LAM, une leucémie aiguë myéloblastique, on va se retrouver avec des blastes, donc on peut visualiser sur Hématocell, il y a des photos en fait des cellules, donc ça permet d'avoir un peu une idée de comment, se présentent, les cellules. Le DB, il est bien, mais il est beaucoup, 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 beaucoup complet et sur certains trucs, hein, que ça soit les UCN en fiche ou les matos, vous sur les médicaments, il ne faut pas se baser sur ça. C'est clairement les UCN en fiche, c'est pour les meds, donc c'est pas du tout détaillé au niveau des médicaments. Le DB n'est pas mieux aussi au niveau des médicaments, donc il faudra toujours aller compléter sur la partie médicaments pour être au point et pour avoir en fait des supports les plus complets possibles. Est-ce que vous avez des questions au niveau des supports de cours? Ah oui, le livre, des maths de Medline, OK. C'est un livre que, bah, moi je me suis dit: «Ah tout nouveau, tout beau, peut-être qu'il va être bien». Franchement il est nul, hein. Franchement il est nul. Franchement, ce livre-là, genre je me suis forcée en fait parce que je l'ai acheté, il coûte quand même 27,50 €, vous voyez? Hein? Et je me dis: «Mais attendez, j'ai payé 27,50 € pour un livre aussi nul». Je l'ai pas utilisé clairement, il est resté dans mon placard. Il est nul, de chez nul, mais vraiment nul. C'est le truc, je pense que c'est moi je me suis dit: «C'est un nouveau livre, donc ça va un peu révolutionner, ça va être, l'initiative était bien parce qu'en fait la personne qui a créé le livre moi j'ai fait, le CIPL et en fait c'était un intervenant du CIPL qui était en plus, il faisait des conférences hyper carrées et tout, donc je me suis dit: «Peut-être ton livre va être carré comme lui» entre guillemets, mais en fait non. Heu on n'est pas voilà, comme Aurélie le dit, on n'est pas du tout sur le même standing. Il est trop épuré, pas assez d'informations. En fait, il est trop, trop fiche, en fait. Le VG hémato, moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai des gens qui l'ont utilisé. J'ai des copines qui ont utilisé le VG hémato, ça dépend. Au niveau de la présentation, voilà, moi, je sais que là, j'ai 3 filleules et il y en a une qui aime pas du tout le VG, hémato, comme Aurélie le dit, au niveau de la présentation, c'est présenté un peu bizarrement. Moi, j'ai pas trop accroché avec celui-là parce que j'aimais pas trop la présentation du livre, hein. Après, si, vous aimez ou la présentation vous convient, vous pouvez l'utiliser, mais moi, voilà. Comme Lucas le dit, c'est un peu brouillon. Au niveau des anémies, c'est pas en fait, pour organiser les connaissances, au niveau psychologique, au niveau de la tête, moi, j'aimais pas. Mais sinon, au niveau du contenu, il était pas mal. Mais voilà. Mmh. Bah, le Medline, en fait, je te conseille même pas, hein. Après, si tu veux forcément un support, je préfère prendre le DB que le Medline. Je vais être honnête avec toi, je préfère prendre un DB qui est hyper, complet, mais en fait, tu auras juste à barrer les trucs et tout, qu'un Medline qui est hyper, synthétique et en fait, tu auras trop de choses à rajouter. Le but aussi, c'est pas de rajouter trop de choses, quoi. C'est voilà. Heu pour, les médicaments d'hémato, pour les médicaments d'hémato, bah, pharmacomédical, c'est très bien.
le DB médicament aussi. Si tu as des cours de ta fac qui sont bien, moi je sais que mon prof me faisait toujours des rappels quand il faisait ses cours d'hémato, on avait toujours la partie médicaments qui était plutôt bien détaillée, mais pharmacomédical, c'est plutôt bien pour compléter la partie médicaments. Voilà. Si vous avez... le Medline médicament. Le Medline médicament, comme c'est un nouveau livre, bah moi je j'ai pas d'avis dessus. Je sais pas si Aurélie ou Lucas ont un avis dessus, mais moi je sais pas du tout. Je l'ai même pas, je suis même pas allée le voir à la BU pour savoir il était comment, donc je saurais conseiller dessus. De rien. OK, voilà. OK, donc là, on va commencer par la correction du cas numéro 1. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le préparer. J'ai essayé de les donner les plus en avance possible. Comme ça, vous avez le temps un peu de préparer un peu la conf, parce que c'est toujours bien de préparer les confs. On n'arrive pas sans rien connaître. On a un peu une petite connaissance du sujet. Donc, on va commencer par la première question. Donc, la première question, c'est interpréter le bilan biologique en rappelant les constances érythrocytaires. Donc là, s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et parler, moi, ça ne me dérange pas, c'est cool. Et sinon, vous pouvez répondre par message, en fait. Voilà. Il n'y a personne qui veut. Vas-y, je peux le faire si tu veux. Ok, bah, c'est cool. Ok, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ok, super. Du coup, je fais quoi? Je te fais un petit rappel, je te fais pas les normes? Non, J'interprète directement? énorme, non, je veux juste que tu me dises, On y va? c'est surtout la partie interprétation et variation que je veux, ouais. Ouais, ok, y a pas de souci. Alors du coup, en regardant le bilan biologique, on voit que les érythrocytes, c'est normal. Mmh. Les hémoglobines, c'est anémie modérée. L'hématocrit, elle est diminuée. Les plaquettes, on est en thrombocytose. Et le leucocyte, c'est une hyperleucocytose franche. Mmh. Et ensuite, on a le petit pourcentage avec la différente lignée leucocytaire. Donc, concernant les PNN, on a une neutrophilie. Mmh. Ensuite, on a une éosinophilie, une basophilie. Ensuite, les lymphocytes, monocytes, c'est normal. Et après, on a la présence des précurseurs, qui signent Mmh. une myélémie. Et après, Ouais. le pourcentage concernant les blastes, il est normal puisque c'est inférieur à 5. Ensuite, calcul, on a l'IMC qu'on peut calculer, s'amuser à calculer. VGM, on a 80 femtolitres, donc normocytaire. Le CCMH, il est à 19, donc on a une hypochromie. Le TCMH, il est à 16, donc pareil, hypochrome. Donc on peut dire qu'on a une anémie modérée normocytaire hypochrome, accompagnée d'une thrombocytose et d'une hyperleucocytose à basophile, éosinophile et neutrophile, une myélémie à plus de 20% et une présence de blast inférieure à 5%. OK, d'accord. Donc ouais, c'était ce que j'attendais, sachant que, je vais vous corriger, mais j'ai oublié de mettre un terme hyper important, donc que tu as dit, myélémie. Donc on va faire un petit récapitulatif un peu sur tout ce qui est, bilan bio. Ce que je vous conseille, moi je ne l'ai pas fait là, mais je vais vous dire à l'oral, prenez note. Déjà, avant de commencer le tableau, sur la partie analyse biologique, c'est bien en fait de rappeler la légende. Donc c'est-à-dire que donc tout ce qui est variation, j'ai mis normal, diminué, donc les flèches en bas qui montent. Il faut mettre, flèche en bas, diminution, flèche en haut, augmentation. Déjà, dès le début, comme ça vous oubliez pas parce que, en fait, si c'est pas légendé, clairement le correcteur lui, il sait pas c'est quoi. Il faut pas oublier de faire les interprétations. Il faut pas oublier, de noter les valeurs usuelles. Il faut surtout pas oublier
de calculer les constantes érythrocytaires et de mettre en fait à côté de ces constantes-là, en fait, qu'est-ce que ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à quoi? Sachant que, en fait, il faut mâcher le travail du correcteur. Donc il ne faut pas qu'il ait à chercher dans votre copie et tout. Sous forme de tableau, c'est plutôt bien, c'est très bien, ça permet d'avoir des idées claires et en fait après de faire une conclusion qui est plutôt claire. Voilà. Donc là, j'ai fait juste un tableau avec, ce que Théo a dit en fait à l'oral. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Il y a un truc que j'avais à rajouter. Moi je voulais pas calculer, mais je vais vous dire à l'oral. Sur ce dossier-là, j'ai mis que la patiente avait 60 ki le patient plutôt avait 60 kilos et faisait 1,78 m. Comme ça, par réflexe, vous avez ces données-là. Qu'est-ce que vous devez calculer? Je sais pas si voilà, l'IMC, exactement. Genre même si ce n'est pas, demandé, comme ça, dès que vous avez des informations et que vous voyez que en fait, ah c'est une information, nécessaire et tout, il faut que je calcule ça. Là, je vous ai pas donné la créate, mais si vous aviez eu la créate en fait et en fait, vous aurez directement il fallait calculer la créate. Là, je vais pas demander, c'est une première conf, on va pas commencer à faire des trucs trop, trop méchants. Mais à l'oral comme ça, il faut si vous avez le poids, la taille, directement l'IMC. L'IMC, c'est juste que c'est un tru non, fallait pas la mettre dans la question, de l'IMC. Il fallait la calculer directement dans interpréter. Moi, j'aurais calculé dans interpréter directement. Après, dans ce cas-là, en fait, l'IMC, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas trop important, parce qu'on n'est pas dans un cas plutôt de bioche et tout, ça sera plus important, par exemple, dans le cas, tout ce qui est diabète et tout, c'est hyper important. Heu, mmh, ouais, moi, j'aurais mis, comme Aurélie a dit dans la question 1, parce que c'est une interprétation, en fait, voilà. Maintenant, il y a un petit, truc que je voulais rajouter, lorsque vous calculez la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, on ne doit pas parler, d'hypochromie et tout. L'hypochromie, on parle uniquement de l'hypochromie ou de la normochromie ou voilà, sur le CCMH, c'est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Sachant qu'il faut toujours calculer les 3, VGM, TCMH et CCMH. Il ne faut pas oublier les unités, c'est hyper important. Il faut rappeler les valeurs usuelles et il faut dire, si c'est on est en normocitaire, en hypochromie et tout. Pour la leucocytose importante, moi j'avais dans mes cours que pour la leucémie myélique chronique, généralement c'est en moyenne entre 100 à 300. Donc j'ai mis importante parce que bon, 100 à 300 c'est quand même énorme, sachant que les valeurs usuelles sont plutôt, pas si énormes que ça, donc je me suis permis de mettre importante. Après je sais pas si, Aurélie, tu avais des seuils, mais moi, Bah, du coup, non, je crois pas, j'avais pas trouvé de seuil moi c'est pas spécifique, mais bon, ça, comme je le dis, quand tu as une valeur normale qui est entre 4 et 10, quand tu tapes à 100, voire plus que 100, c'est ouais, que c'est bon. tu es vraiment sur quelque chose d'assez massif. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la première, sur la première question au niveau, de l'interprétation du bilan bio? C'est hyper important, faut pas perdre de points sur ça. Moi, j'ai fait une petite conclusion. J'ai oublié Miel, ça c'est pas bon, mais bon, ne l'oubliez pas, le jour du concours, ne faites pas comme moi. Mais voilà, on fait toujours une petite phrase de conclusion. Ça permet en fait au correcteur de, tu vois, genre, j'ai une cytopénie en plus, tu vois? J'ai fait de la merde un peu sur cette, 1re conf, je vais me rattraper. Mais ça permet en fait au correcteur de voir en fait les anomalies, du bilan biologique et ça fait toujours plus carré en fait. Franchement, j'hésite entre sévère et modéré. Pourquoi j'ai mis sévère pour l'anémie? Il y a des seuils, hein, pour l'anémie, hein. Si c'est sévère, modéré et tout, il est à 76, sachant que, l'anémie ah oui, Aurélie, tu as dit cytopénie, mais ah oui, ouais, ouais. Sachant que pour les sachant que pour, les
anémies, il y a des seuils. Si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça tout de suite. Les seuils de l'OMS, normalement, je les avais mis dans la fiche des bilans bio. Bon, je peux pas y accéder via le PC. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais vous dire ça en 2-2. Il y a des petits seuils. Mais c'est inférieur à 80. Quand tu es inférieur à 80, il me semble que tu es sévère. Hein. Je crois que c'est ça, mais attends, je vais vous dire. J'aime bien faire les trucs carrés. Attendez. Et Théo, non, pour moi, les cytopénies, c'est dès que tu as anémie, neutropénie et thrombopénie. Enfin, l'une des trois. Ok. Mais c'est pas érythrocyte, mais ouais, c'est leuco et thrombo. Ok. Ouais. Bien, c'était la grosse question qu'on se posait parce que c'est vrai que nous, en sur cours, HB. c'était Ok. anémie, neutropénie, Ouais. thrombopénie, mais apparemment, d'autres, vous avez appris que c'était érythropénie, Oui. leucopénie et Ouais. thrombopénie. Bah oui, on n'a pas la. Parce que Ouais, parce que moi, c'est. j'ai Ouais, j'ai moi, pas. c'est ça. Ouais. J'ai érythropénie, leucopénie et. Bah, du coup, sur le doute, tu mets une cytopénie, en fait. En vrai, moi, les profs, quand il y avait une anémie, ils nous faisaient jamais parler de cytopénie, en fait. On entend plus, Merci. Oui, donc oui, les valeurs, oui, sévère, c'est quand tu es inférieur à 80. Donc là, on était vraiment sévère. Et pour le débat de cytopénie, moi, mon prof d'hémato, quand on a une anémie, il parlait jamais de cytopénie. Bon, après, je pense que c'est différentes écoles, donc voilà. Mais une anémie, c'est une diminution de. Ouais, c'est ça aussi. Bah oui, on peut aller sur ce cas-là aussi, parce que c'est pas une diminution des cellules. On y va. Deuxième question. Quelle est l'hypothèse diagnostique? Justifiez votre résultat en argumentant. Là, je veux une autre personne que Théo et je veux tout l'argumentaire si possible. Toujours soit une âme charitable veut bien répondre par vocal ou bien par message. Moi, je vais bien tenter, si vous m'entendez. Oui, je t'entends très bien. Et tu peux me tutoyer aussi, hein. J'ai sûrement ton âge, hein. Je sais pas. Oui. Alors, donc, il s'agit d'une leucémie myéloïde chronique qui fait partie des syndromes myéloprolifératifs chroniques. En argument épidémiologique, j'ai l'âge du patient, il a 68 ans, et pour une LMC, c'est plus fréquent au-delà de 60 ans. Ouais. Le patient a été traité pour un cancer de la prostate, donc possiblement par des chimiothérapies ou bien des radiations, de la radiothérapie, donc possiblement ça a pu, comment dire, ça a pu influer sur la... J'ai perdu le terme. Oui, je vois de quoi tu parlais. Voilà, c'est un facteur favorisant merci pour les leucémies. Ensuite, en argument clinique, du coup, on a une asthénie et un amaigrissement qui signent une altération de l'état général. Et puis la splénomégalie, donc sans adénopathie. Ça, je ne savais pas trop comment l'interpréter, mais je sais que ça joue dans le tableau clinique. Ouais. Ensuite, au niveau des arguments biologiques, donc il y a tout ce qui a été dit dans la question 1, avec l'anémie, une augmentation, donc la thrombocytose et l'hyperleucocytose, la myélémie nette, et puis donc les blastes qui sont inférieurs à 20%. Et puis voilà. Ok. Et en diag différentiel, tu aurais mis quoi, par exemple? Un diag différentiel. Non, ça fait rien si tu n'as pas d'idée. Je sais pas, peut-être une... Oui. Non, je sais pas. Qu'est-ce que donne la leucémie myéloïde chronique quand elle se développe? Une leucémie aiguë myéloïde. Ouais, ou lymphoïde. Mais du coup, la leucémie aiguë fait partie du diagnostic différentiel. D'accord.
En fait, le diagnostic différentiel, c'est vrai que on n'a pas trop fait de méthodologie sur le cas en particulier. Ça peut être tout ce qui pourrait être, sauf que, en fait, par quelques discordances, ça peut pas l'être. Typiquement, ça peut pas être une lame parce que tu avais des blasts inférieurs à 20, mais ça rentre quand même dans le diagnostic différentiel. Ça peut être, il y en a plein d'autres. Ça peut être les hyperleucocytoses, par exemple, d'origine virale, etc. Même si là, par la clinique, tu te rends bien compte que la personne, elle n'a pas une infection. Mais voilà, c'est un peu à peu près tout ce qui pourrait toucher au cas de près ou de loin. Ok, c'est une très bonne j'ai pas trop compris la question polygobulie de Vasquez avec SMP. Oui, la polygobulie de Vasquez, c'est considéré comme un syndrome myéloprolifératif. C'était ça la question? Ah, en diag différentiel. Oui, en diag différentiel, on aurait pu mettre d'autres syndromes myéloprolifératifs et mettre polygobulie de Vasquez. Hein, c'est possible. Ok, donc moi, je vais vous afficher plutôt par le biais de Aurélie. Je vais vous afficher ce que j'ai mis, sachant que je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu as mis des trucs que je n'avais pas mis, que je vais rajouter après quand je vais vous donner le diapo final. Donc là, j'ai commencé par mettre en grand l'hypothèse diagnostique. Et en fait, j'ai fait une petite définition de la pathologie. C'est toujours bien de faire une petite définition de la pathologie pour que déjà ça rapporte ces mots-clés. Hein, et le correcteur, il voit un peu que la personne comprend un peu le fil, le mécanisme, il comprend un peu qu'est-ce que c'est la pathologie. Donc, j'ai fait une petite rubrique définition de la pathologie. Donc, argument épidémiaux, effectivement, c'est un homme, prédominance masculine. Il a 68 ans. Au niveau des arguments biologiques, donc anémie sévère, normocytaire, hypochrome, hyperleucocytose, apolynucléose, neutrophile ou bien neutrophilie, associé à une basophilie et une eosinophilie, thrombocytose. Au niveau des arguments cliniques, quand il y a une hépatomégalie ou une splénomégalie, on parle de syndrome tumoral. L'asthénie, j'ai dit que l'anémie pouvait expliquer l'asthénie. Il y a un amaigrissement important. Et en diag différentiel, j'ai mis infection grave, autre syndrome myéloprolifératif comme la polygobulie de Vasquez. Ça peut être un envahissement médulaire, des maladies inflammatoires en poussée. Bon, ça, on n'a pas la CRP, mais ça aurait pu être, en fait, si on avait la CRP, on aurait pu dire c'est pas ça parce que la CRP elle est inférieure à 5 mg, donc on n'est pas en inflammation, quoi. Là, c'est des diags différentiels que j'ai mis, que vous pourrez retenir et sortir au cas où un jour au concours ça tombe. Voilà. Asthénie, amaigrissement, signes généraux, ouais. On aurait... Là, j'ai pas mis altération de son état général parce qu'en vrai, il a que son asthénie, son amaigrissement qui est quand même assez important. Est-ce qu'on peut dire altération de l'état général? Pour moi, c'est un mot un peu trop fourre-tout. Ouais, je trouve qu'avec les peu d'informations que je vous ai données, moi, personnellement, j'aurais pas mis altération de l'état général. Après, parce que bon, le patient, il a juste une petite asthénie avec un amaigrissement, c'est vrai qu'il est important, mais on n'a pas d'informations pour savoir si, je sais pas moi, il est limité dans sa vie, s'il y a d'autres trucs, donc j'aurais pas mis AEG. Non, pas forcément anorexie pour AEG. Non, pas forcément. Moi, personnellement, j'avais pas cette notion de forcément avoir une anorexie pour considérer que le patient a une altération de son état général. Par exemple, un patient qu'on dit, je sais pas moi, le patient, depuis 2 mois, il est alité, il ne sort plus de son lit, altération de son état général. Pourtant, le patient n'est pas forcément en anorexie. Hein. Donc, j'aurais pas mis ça. Là, j'ai oublié, argument bio, la myélémie avec les blasts. Je vais vous les rajouter, vous inquiétez pas, lorsqu'on va vous donner le diapo final.
Ah, anorexie dans le sens où il ne mange plus, pour moi, c'est dedans aussi. Ouais, alors oui, il ne faut pas confondre l'anorexie, la pathologie mentale, et l'anorexie, la diminution d'appétit, hein. Parce que du coup, dans l'AEG, c'est anorexie, asthénie. Et il y a 3 signes en fait pour le syndrome. Le dernier, Pour moi, c'est c'était. perte de poids. Voilà. Ouais, oui, pardon, j'avais pas précisé, mais oui, c'était pas dans le sens de pathologie psychiatrique, c'était plus Ok, ouais. perte d'appétit. Ok, ouais. Ouais, j'aurais pas mis AEG. Après, je peux me tromper. Genre, pour moi, c'est pas un tableau d'AEG. Après, Bah, pour le coup, si l'AEG, c'est sa définition, c'est son syndrome est défini par les 3 points anorexie, amaigrissement et asthénie. Et l'amaigrissement, je crois que c'est 5% de perte de poids sur une période donnée. t'aurais mis AEG, toi, Aurélie? Bah, là, je n'ai pas le cas devant les yeux. Il a l'asthénie, l'amaigrissement. Après, on n'a pas la notion d'anorexie. Oui, bah non. Donc, c'est pour ça que je l'aurais pas mis, quoi. Non, non, moi non. Par contre, c'est ce qu'on appelle des signes généraux, si on veut caler un autre mot-clé. Alors, Lucas, oui, ça coûte rien de le mettre. Après, il faut savoir que quand tu commences à mettre un peu trop de bêtises dans ta copie, des fois, ça peut un peu agacer le correcteur aussi. Moi, je sais que je m'abstenais des fois quand j'avais vraiment des gros doutes de mettre quelque Ouais, chose plutôt que de mettre des bêtises dedans. Mais bon, après, ça, c'est toi qui vois. De toute façon, il n'y a pas de vrai point négatif. Donc, tu risques pas non plus grand-chose, quoi. Enfin, tu risques pas de perdre de points. ok. La question 2. Quels sont les examens biologiques complémentaires à réaliser pour affirmer le diagnostic? Et quels sont les résultats attendus? Donc, même principe, si une personne veut bien parler. Bah, je peux le faire si tu veux. C'est qui? C'est Théo? Ah oui. Ouais. Ok, pas de souci. Ok. Alors du coup, bah, j'ai rappelé l'INFS en hémato. Donc comme ça, on voit bien l'anémie normocytaire hypochrome qu'on a eu avec la patiente, ou plus ou moins normochrome aussi. On a le karyotypage, qui est intéressant à faire avec la recherche du chromosome Philadelphie, le gène BCR-ABL, et on rappelle la translocation 922. Ensuite, on a la biologie moléculaire avec la protéine de fusion BCR-ABL qu'on peut retrouver par RT-PCR. Si jamais, le gène, le chromosome phi est critique au karyotype, on peut faire une fiche pour le mettre en évidence. Et après, il y a en non spécifique, il y a le myélogramme pour montrer l'hyperplasie granuleuse et la distribution pyramidale sans hiatus. Et enfin, on a la BOM pour confirmer l'hyperplasie. Voilà. La BOM, elle est plus faite. Elle se fait plus la BOM. Hein. Elle plus du tout. Hein. Là, elle se fait plus du tout. Non. Oui, ça donc, je peux l'enlever. Oui, oui tu peux l'enlever. Ouais, j'avais mis. Ok. Ok, bah t'as tout dit. J'aurais juste supprimé, moi dans mon diapo, j'ai pas mis la NFS parce que bah, en fait, on a déjà les résultats de la Ouais. NFS. Donc je ne l'ai pas mis puisque si je demandais juste les examens complémentaires, mais tout ce que tu as dit, c'était bien. Donc, l'examen de base, je dirais que c'est les trois tirets que j'ai mis qu'il faut connaître. Déjà, le myogramme, c'est hyper important parce que ça permet de définir le stade de la pathologie. Et au niveau des résultats qu'on attend, on attend une moelle qui est riche, avec une hyperplasie granulocytaire neutrophile. On va avoir donc une conservation de la pyramide de maturation, c'est sans hiatus de maturation. On a aussi une absence d'anomalie cytologique, absence d'excès de blast. On va se retrouver avec une basophilie et une éosinophilie. Bon, basophilie et éosinophilie. On va avoir une hyperplasie des précurseurs en fait des plaquettes. Et on va avoir ce qu'on appelle une ichiocyte d'aspect bleu de mer. Deuxième élément qui est hyper important, qu'il ne faut pas oublier, c'est le karyotype médulaire. Vous voyez que j'ai essayé de mettre le plus possible de mots-clés pour avoir en fait le plus possible de mots-clés.
Donc après, le karyotype, il permet de mettre en évidence le chromosome de Philadelphie. Parce qu'en fait, le chromosome, quand on fait un karyotype modulaire, le chromosome de Philadelphie, on va l'observer dans 95% des cas. Si le chromosome de Philadelphie n'est pas observé sur le karyotype médulaire, on peut faire une fiche. C'est une hybridation in situ. Vous m'arrêtez s'il y a des trucs que vous ne savez pas. On va faire en fait une fiche, et la fiche, en fait, elle va permettre de mettre en évidence le transcrit de fusion BCR-ABL. En troisième position, moi je l'ai mis comme ça, mais vous le mettez comme vous voulez. En troisième position, on aura la biologie moléculaire, donc avec le RT-PCR, sachant qu'on va distinguer la PCR quantitative de la PCR qualitative. Donc en fait, la RT-PCR, elle va permettre de poser le diagnostic, donc de mettre en évidence le transcrit de fusion BCR-ABL. Elle va avoir un rôle dans le suivi, mais là, c'est la PCR quantitative. Et quand il y a, par exemple, des résistances au traitement, et ben, en fait, on va faire en fait, la RT-PCR pour mettre en évidence en fait, des résistances, notamment des mutations, autre chose, parce que bah, là, le traitement, il ne marche pas. Et donc, en fait, on va essayer de chercher pourquoi le traitement ne marche pas. Ça, c'est lui qui répond. Donc ça, c'est vraiment des examens hyper importants qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que on peut pas rajouter, enfin moi j'avais rajouté de doser, enfin de faire une uricémie pour voir si on n'avait pas un syndrome de liste tumorale, c'est pertinent de le mettre ou pas du tout? C'est pertinent, c'est vrai qu'on peut avoir des hyperuricémies dans les syndromes myélodysplasiques. Après là, j'ai dit quand même pour affirmer le diagnostic. Sachant que, en fait, l'hyperuricémie, c'est une complication des syndromes myélodysplasiques et pas forcément de la LMC en L, genre LMC. Ouais, je vois très bien. Ok, merci. Ok. Plus d'autres questions pour cette... Non? Ok, on continue. Donc, que pouvez-vous en conclure sur l'évolution? Donc, je vais vous lire le cas. 4 mois plus tard et après résistante au traitement, le myogramme révèle la présence de 15% de blastes. Donc, que pouvez-vous en conclure sur l'évolution de la maladie? Citez les autres évolutions possibles de la leucémie myéloïde chronique. Même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien répondre? Je ne mords pas. Personne? Même par message? Ok, oui, c'est ça que j'attendais. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ça consiste à quoi? Comment on sait pourquoi on dit phase d'accélération? On va trouver quoi dans cette phase? Un peu plus? Ok, car plus de blast. Ok, ouais, plus de blast. Bon, je vais vous faire un petit topo. Ouais, on a... Nasrine, pourquoi tu dis c'est plutôt 20% de blast en fait? En fait, dès qu'on a plus de 20% de blast, on est en phase acutisée en fait. En dessous, c'est-à-dire entre 5 à 20%, on est en phase accélérée. Et dès que tu as plus de 20, sachant que dans les cas cliniques de leucémie aiguë, bah, en fait, le pourcentage va être hyper franche. Donc, en fait, vous allez très vite voir qu'on est en phase acutisée. Hein. Mais ouais, c'est plutôt, la norme, c'est plutôt 20% ou 15%. Ok, ouais, comme Olivier l'a dit, c'est entre 5 à 20. Ok, donc voilà, j'ai mis que l'évolution de la leucémie, dans ce cas, correspond à un passage de la phase chronique à une phase accélérée, qu'on appelle phase d'accélération ou de transformation. Il faut savoir que c'est une phase qui est inconstante, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une phase chronique à une phase acutisée sans forcément passer par une phase d'accélération. C'est une phase qui est inconstante. Cliniquement, c'est caractérisé par une AEG, par une majoration de la splénomégalie malgré le traitement. Au niveau de la biologie, on va avoir une majoration de la leucocytose. On va avoir donc des blastes médulaires qui sont compris entre 5 à 20%.
Et généralement, en fait, on a une installation de la thrombopénie. Et c'est cette installation de la thrombopénie qui peut commencer à dire « Ah, c'est bizarre, hein. On passe d'une thrombocytose à une thrombopénie, il y a un souci là. » Et bien sûr, on peut avoir aussi l'apparition d'autres anomalies pulmonaires au cours en fait, du traitement. Les autres évolutions, j'ai mis juste une, qui est en fait l'acutisation en leucémie myéloïde chronique. Donc en LAM dans 70% des cas et en LAL dans 30% des cas. Et là, en LAL ou en LAM, on va avoir cette notion d'insuffisance médulaire. Ça parle à tout le monde? Ok. Et donc là, vraiment, on va avoir des blastes médulaires. On pose le diagnostic. J'ai mis super-égal, mais en fait, c'est vraiment strictement supérieur à 20 selon l'OMS. Et en fait, l'acutisation de la leucémie myéloïde chronique, c'est vraiment la durée de survie, c'est vraiment un très, 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 très mauvais pronostic. Durée de survie de 6 mois, sachant que si le patient est passé de phase chronique à phase acutisée, c'est que clairement, il n'est pas du tout répondeur au traitement et que le traitement est clairement inefficace. Au niveau, je n'ai pas vu un peu le pourcentage de personnes qui passent de phase chronique à phase acutisée comme ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Attends, ces détails, il fallait les donner. Bah oui, en fait, c'est ça que j'attendais, c'est ça qui va être généralement attendu, en fait, c'est les mots-clés. Donc, il fallait les donner. C'est un peu bâtard parce que la question était hyper généraliste, mais en fait, c'est ça aussi. C'est essayer de doser. J'ai une question généraliste jusqu'à où je donne des détails, sans aller taper sur du hors-sujet. Parce que là, en fait, je vous ai juste demandé citer les autres évolutions sans forcément dire mettez les détails de ces évolutions. Mais effectivement, c'est un peu bâtard, mais ouais. Je n'avais pas cette notion d'évolution en milieu fibrose. Aurélie ou C'est la polyglobulite vaqueuse normalement qui a l'évolution naturelle en myelofibrose. Parce que moi, je n'avais pas cette notion-là pour la LMC. Donc, moi non plus pour le coup. Okay, bon, pour le coup, en évolution sur le long terme, tu vas plus tomber sur la leucémie aiguë. Ah oui, attends, je vais répondre avant de faire mon focus, je vais répondre sur les questions là. Donc oui, en tiret, c'est bien. C'est très bien même de faire en tiret. Les phrases, en fait, on s'en fout. C'est très bien de faire en tiret. Ça permet de gagner du temps et même pour l'organisation des mots-clés, c'est bien. Il y a quelqu'un qui l'a, je l'ai vu dans le VG. Ah bah là, moi, j'ai le manuel des ECN en fiche et j'ai le cours de mon prof. Je n'ai pas d'évolution en myélofibrose. Ouais, que ce soit hématocèle ou le collège d'hématologie, moi, je n'avais pas ces notions-là non plus. Voilà, et j'ai mon cours de mon prof qui est professeur Basse, qui était le président du jury de cette année. Et dans son cours, il n'y a pas ça. Donc, oui, il faut barrer. Oui, c'est une bonne idée. OK. Donc là, le cas numéro 1, il est fini. Donc là, je vous laisse si vous avez des questions sur comment on pose le diagnostic, sur les examens. Ah non, Aurélie, tu peux revenir sur mon focus? Oui, merci. Sur comment on pose des autres questions, je suis là. Donc là, je vais voulu juste vous faire un focus sur les scores parce que je n'en parle pas au niveau du cas numéro 2. En fait, pour la leucémie myéloïde chronique, il y a des scores. Il y a 3 scores. Il y a le score de Sokal, le score Euro et le score ETOS. Sachant que le score de Sokal, c'est le plus vieux score, j'ai fait un peu de la biblio et tout pour vous. C'est un score qui a été mis en place en 1980 et en fait qui permet d'évaluer le risque d'évolution de la LMC. Donc ce score-là et l'ensemble des autres scores, ils vont se baser sur des facteurs pronostiques. Sokal, c'est... en fait, l'ENN, c'est juste un site en fait, qui répertorie tout ce qui est leucémie aiguë et tout.
Le score de Sokal, c'est un score qui va juste, voilà, le score de Sokal, c'est un score qui va juste permettre d'évaluer si le patient il a un risque d'évoluer et d'avoir une évolution, c'est-à-dire de passer de ta phase chronique en phase en phase de transformation ou même en phase acutisée en fait. Et donc ce score-là, s'il est inférieur à 0,8, c'est bon, bon pronostic. Mais dès qu'il commence à être supérieur à 1,2, le pronostic est défavorable. Malgré qu'il y ait les autres scores, donc le score Euros et le score EUTOS, comme j'ai mis sur mon diapo, ça reste quand même la référence. Sachant que le score Euros, il est adapté, donc ils l'ont développé en fait pour les patients qui sont traités par interféron alpha. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je ne vais pas voilà. On va parler des autres traitements, mais voilà. Et le score EUTOS, c'est un score qui est vraiment adapté aux patients qui vont être traités par les inhibiteurs de la tyrosine kinase, qui sont clairement le traitement de référence pour la leucémie myéloïde chronique. Oui, bon, oui. En fait, ces scores-là, c'est pour ça que j'ai mis en focus. C'est bien de les connaître et tout, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut faire, c'est toujours des points bonus et tout, mais c'est pas. Je pense que si vous connaissez juste le score de Sokal, c'est déjà bien. Pas score Euros et EUTOS, c'était juste pour vous donner un peu pour vous dire qu'il y a d'autres scores qui existent, mais déjà le score de Sokal et savoir qu'il se base sur ces facteurs pronostiques, c'est déjà largement suffisant avec tous les détails qu'on a à apprendre. On ne va pas commencer aussi à se polluer avec des détails qui sont un peu trop importants. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va commencer le cas numéro 2. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Je ne suis pas trop rapide et tout. C'est ma première conf, donc voilà. Ok. Ok. Donc là, le cas numéro 2, je vais vous lire juste le cas. Madame P, 56 ans, 56 kilos, consulte son médecin traitant pour asthénie et amaigrissement. À l'examen clinique, ce dernier ne retrouve pas de splénomégalie. Les résultats du bilan biologique montrent ça. Qui veut se lancer? S'il vous plaît, quelqu'un d'autre que Théo, ou, je ne sais pas qui a parlé la dernière fois, mais c'est bon enfant. Surtout que là, vous avez... ouais, donc là, petite précision, il fallait juste commenter le bilan biologique, juste en notant les valeurs usuelles uniquement en cas d'anomalie biologique. Ou bien par écrit aussi. Je regarde vos réponses. Ok, post. Ok. Là, c'est différencié. Ok, d'accord. Je dis toujours le bah, c'est bon, Aurélie, je peux montrer. Moi, j'ai mis mesure. Je vais juste regarder un truc. Attendez 2 secondes. Ouais, ok, d'accord. Ok. C'est vraiment pas mal. Donc, au niveau, je regarde ce que tu as mis, hyperleucocytose, anétrophile. Pour l'hyperleucocytose, soit tu mets, pour les polynucléaires neutrophiles, soit tu mets neutrophilie, soit tu mets hyperleucocytose à polynucléose neutrophile. Parce que hyperleucocytose à neutrophile, ça se dit pas trop en fait. Polynucléose, ouais. Moi, sincèrement, ça se dit pas trop en fait. C'est vraiment, c'est soit une neutrophilie, moi c'est ce que j'avais comme notion, c'est soit une neutrophilie, soit polynucléose neutrophile. Okay. Aurélie, toi t'as quoi? Parce que moi j'avais.
Quand tu as une augmentation des neutrophiles, soit c'est une neutrophilie, soit une polynucléose neutrophile. Ouais, c'est ça, polynucléose neutrophile. Mais là, Et la personne, polynucléose aneutrophile, ça c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais entendu. moi, j'ai jamais entendu personnellement Mais c'est polynucléose. peut-être pas faux hein, pour autant. Oui, Mais oui, bah oui, c'est juste que j'ai jamais entendu en vrai. C'est pas. du Ok. coup, ce que tu as oublié, ça a été l'érythropénie. Il faut pas, même si c'est juste en dessous de la valeur seuil, il faut quand même pas oublier de le marquer. Ouais, et en plus, en fait, il faut essayer de quantifier le plus possible. Là, j'ai mis, vous voyez, érythropénie légère, ça, voilà. Bah oui, neutrophilie, ça se dit. Bah oui. Éosinophilie, polynucléose neutrophile. Et là, le reste était normal. Après, au niveau des variations, j'ai essayé de mettre des flèches quand les variations étaient énormes. Bon, calcul des constantes érythrocytaires, on ne va pas passer le temps dessus. Je pense que ça va maintenant. S'il y a des soucis, dites-moi. Là, c'était la conclusion du bilan bio. J'ai encore oublié mes lignes, je vais vous le mettre, ne vous inquiétez pas. Ouais, et du coup, je vais regarder en attendant pour les cytopénies. Alors, sur hématocèle, la cytopénie est définie par une diminution soit de l'hémoglobine, donc avec une anémie, avec une leucopénie ou une thrombopénie. Ok, d'accord. Donc, c'est nos profs qui disaient. Ok. Ok, on va passer à la question numéro 2. Ok, la question numéro 2, c'était citer le stade de la pathologie. La prise en charge thérapeutique est-elle indispensable? Justifiez votre réponse. Qui veut bien répondre? Je peux le faire si tu veux. C'est qui? C'est toujours Théo. Oh non mais Ouais. bon, vas-y, je te laisse le faire. Ah, on fait ça ensemble, hein, tranquillou. Hein. Vas-y. Alors, bah, du coup, le traitement, ouais, il est indispensable parce que du coup, on a un objectif et l'objectif est de retarder ou prévenir au maximum la transformation en aigu. Ok. Donc, du coup, c'est indispensable. Et pour répondre à la question du stade de la pathologie, on est en début de patho, début de chronicité. J'ai écrit ça. Et donc, du coup, ensuite, j'ai dit une petite phrase en mode il faut vérifier le diagnostic avec le karyotype, la biomol, etc. pour entamer les traitements. Ok. Et ouais, et t'as dit le stade. Ouais, je sais pas. Ok. Bah, j'ai écrit ouais, début de patho parce que c'est peut-être la splénomégalie qui m'a. Enfin, le fait qu'elle n'en ait pas, m'a peut-être dit bon, elle est vraiment au début. J'ai marqué début de chronicité, mais. Bah, en fait, la splénomégalie, elle est inconstante. On la retrouve que dans 50% des cas. Ok. Ah bah, je sais pas. Ok. Merci. De rien. Voilà. Donc, au niveau de la difficulté, j'ai dit il y avait moins de 1% de glace. Découverte fortuite. Présence d'uracémie qui s'explique par anémie. Amaigrissement. Absence de thrombopénie. État général plutôt bien conservé. Il y avait aussi, donc là j'ai mis que la prise en charge de la leucémie myélique chronique, elle est obligatoire. Ça permet d'éviter l'utilisation de la LMC et ça permet aussi d'avoir une rémission complète. Il faut observer chez environ 80% des patients qui sont traités par ITK. En autre justification, bon, c'était pas une question hyper dure. En fait, on pouvait justifier juste avec le fait que on avait, avec le petit truc Madame P et tout, et voilà. Et sachant que la leucémie myélique chronique est vraiment, en termes de traitement, c'est dès qu'on vous dit, parce que ça, c'est une question d'anal. Hein. La prise en charge thérapeutique était indispensable, c'est oui, c'est indispensable, et on dit pourquoi c'est indispensable, et voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Quand tu as LMC, c'est que tu traites.
Voilà, voilà. On va aller à la question 3. Quelle est la molécule quelle molécule de première génération utilisée en première intention pour traiter cette pathologie? Citez le nom d'autres molécules de cette famille. Très bien, pour imatinib. C'est quelle famille? Bon, je l'ai dit plein de fois. Oui, c'est ça. Et est-ce que là, tu me mets des molécules comme ça, mais est-ce que tu peux me mettre genre les classer parce que j'ai, ouais, si possible, les classer. Deuxième génération et troisième génération. En deuxième génération, il y a quoi? Ouais. Et en troisième génération, ouais, très bien, Ponatinib. Ouais, ça c'est troisième intention. On utilise quoi les Ponatinib? Ah oui, c'est très bien. Ok. Ok. Donc là, molécule de première intention imatinib, j'ai mis que c'était le traitement curatif de la leucémie myélonique chronique, que ça appartenait à la famille des ITK, première génération, et on parle de thérapie ciblée. Donc en fait, c'est des anticancéreux de thérapie ciblée. Autre molécule de la même famille, donc deuxième génération, bosutinib, dasatinib, nilotinib, troisième génération, ponatinib. Et en fait, les ITK, c'est vraiment des traitements de référence de la LMC. L'allogreffe des cellules souches, elle est vraiment exceptionnelle, hein, de même que l'utilisation des interférons. Et j'avais une notion aussi curative, mais si le traitement arrête l'ITK, la LMC, bah déjà, Alors, c'est pas, ouais, comment expliquer l'ITK ça? ne suffit pas, il faut mettre la définition complète. Bah, ah, bah, en fait, bah, le souci, c'est que quand tu as un ITK, donc le patient il va être suivi. Et on parle de rémission lorsque, quand tu fais de la, quand tu fais de la, attendez, quand tu fais de la cytogénétique, en fait, l'ITK, tu vas regarder si en fait, quand il y a des mitoses, si en fait les cellules ont toujours le chromosome de Philadelphie. S'il n'y a plus le chromosome de Philadelphie, c'est comme si le patient en fait il était entre guillemets guéri. Puisque c'est le fait d'avoir le chromosome de Philadelphie qui est à l'origine en fait de la patho en fait. Il est en rémission en fait. C'est vrai que ça peut se déclencher, mais donc 90% des cas, généralement, tout se passe bien. En même temps, je regarde mon truc, il faut que je change. Oui, voilà, la patho, elle peut revenir, mais généralement, ça se passe bien. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une. Je modifie juste ce diapo en même temps. Ok, et j'avais une notion de, parce que j'ai mis des petits trucs en italique, l'hydroxyurée, moi, mon prof, il nous en a parlé. Pour juste en fait diminuer l'hyperleucocytose avant de mettre en place le traitement par ITK. Après, vous pouvez l'oublier, mais c'est juste pour avoir un. Si un jour vous le voyez quelque part, au moins vous saurez que l'hydroxyurée, en fait, c'est juste utilisé pour diminuer l'hyperleucocytose avant de mettre en place le traitement par ITK. Ok, donc là, on le met en traitement symptomatique du coup. Tu me parles de. Tu parles de quoi, l'hydroxyurée? Ah oui, non, mais en vrai, c'était pas l'objet de la question, c'est juste que je l'ai mis comme ça. Si un jour vous tombez sur ça, oui, mais c'est un traitement symptomatique. Si un jour vous voyez hydroxyurie, au moins vous dites, ah bah,
Ah oui, ok, d'accord. C'est juste pour traiter, pour diminuer l'hyperleucocytose et après, en fait, on va mettre des ITK. Ok. Ok. Donc là, question suivante. Comment ça fonctionne Ah, c'est un cyto. En fait, hydroxyurée, voilà. En fait, c'est un cyto. C'est un cytoréducteur. Et donc, en fait, il va entraîner en fait une diminution par cytoréducteur. Donc, vous l'entendez bien. En fait, il va juste. C'est pas comme s'il tue, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Bah, il régule, quoi. Ouais, voilà. Il va réguler de telle façon à faire diminuer la leucocytose. Après, je sais pas si sur le terrain, je dois avouer que moi, je vois les patients avec les LMC, ils sont déjà sous ITK. Je crois que pour le moment, j'ai jamais croisé de Nous, patient sous hydroxyurée avant la mise en place des ITK. Notre prof nous en a parlé, mais c'est un truc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc qu'il faut, c'est juste, vous pouvez l'oublier si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça. Mais il faut juste savoir que si un jour vous tombez sur ça ou vous le voyez quelque part, que ça permet juste, en fait, comme c'est un cytoréducteur, ça va juste permettre, en fait, de diminuer la leucocytose pour pouvoir mettre en place, en fait, le traitement. Ah, le mécanisme d'action. Si ça vous va, je laisse Ama continuer sa conf et je vous mets le mécanisme d'action dans le chat. Le temps d'aller retrouver ça et faire une explication. Ouais, bah oui, Une explication propre et claire. C'est mieux de... Si vous voulez, je vais vous faire un petit... Je vous mettrai, pour tout le monde, je vais mettre en RQ, je vais mettre un petit en bas de hydroxyurée, je vais mettre le mécanisme d'action, comme ça, vous l'aurez, tout le monde l'aura en fait. MA hydroxyurée. Comme ça, c'est bon. Ça va servir à tout le monde et tout le monde aura un truc. Mais vraiment, ne vous embêtez pas trop avec ça. Hein. C'est un truc, j'ai mis ça comme ça. Donc, ok. Donc là, préciser la physiopathologie de cette maladie, le mécanisme d'action de ces molécules, ainsi que le suivi du traitement. Bon, là, j'ai vraiment décortiqué le travail, parce que généralement, quand on vous demande quelle est la molécule et les autres molécules de cette famille, il n'y aura pas de question en mode préciser la physiopathe. Citer les effets indésirables en question 5, souvent, intuitivement, en fait, ils veulent que vous mettez tout ça, que vous mettez la molécule, le mécanisme d'action, les effets indésirables de cette molécule-là, quelques effets indésirables importants, et voilà. Et s'il y a un suivi du traitement, vous le mettez. Moi, j'ai juste essayé de... J'ai scindé, en fait, les questions c'est une conf, donc en fait, il faut vraiment bien tout voir de manière assez... pas assez précise, mais il faut bien tout voir. Quoi. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien répondre à cette question sur la physiopathe de la pathologie? Une autre personne que Théo, s'il vous plaît. Ah, ah bah oui, bah c'est ça. Mais Lucas, pourquoi t'as pas dit ça depuis le début? Ah, c'est trop bien. Est-ce que Océane voudrait bien me répondre? Alors, je sais pas, je vais mettre au pif. Même par message, c'est bon. Et si c'est pas compris, on vous reprend de toute manière. Juste que c'est très bien que ce soit une autre personne que Théo, quoi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, je suis pas sûre d'avoir tout vu.
Du coup, pour la physiopathe, j'ai mis que c'était une pathologie clonale qui touchait la cellule souche hématopoïétique. J'ai mis qu'on avait une formation du coup d'une protéine de fusion BCR-ABL à activité tyrosine kinase constitutive qui va affecter de nombreuses voies de signalisation. Donc, j'ai mis entre parenthèses JAK-STAT et RAS-MAPK. Et la conséquence, du coup, on avait une prolifération incontrôlée, une inhibition d'apoptose, une réduction de l'adhésion et une migration anormale, et une instabilité génomique. Voilà. Et qu'on avait une acquisition d'anomalies additionnelles qui favorisent l'évolution. Ok, bah merci d'avoir répondu. C'était bien dans l'ensemble. Pour essayer d'étayer un peu tout ce qui est physiopathe et tout, je suis allée chercher des articles un peu scientifiques avec des images et tout, parce que là, c'était vraiment du test que j'ai écrit. Mais après, j'ai mis des images qui montrent en quelque sorte un peu, pour ceux qui sont un peu plus visuels, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, la physiopathe de la LMC, c'est assez, je dirais pas que c'est quelque chose de... C'est quand même... C'est pas compliqué par rapport à la physiopathologie d'autres pathologies comme le myélome et tout. Surtout que c'est un truc qui s'apprend, en fait, quand on voit translocation 9-22, on se dit, ah ok, d'accord, c'est LMC. Donc déjà, c'est une anomalie cytogénétique qui est acquise. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura une translocation au niveau des bras longs, à la fois du chromosome 9 et du chromosome 22, qui va aboutir donc en fait à la formation en fait, d'un chromosome 22 qui est raccourci. Et c'est ce chromosome 22 qui est raccourci qu'on appelle chromosome de Philadelphie. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on parle de BCR-ABL? Parce qu'en fait, la translocation 9-22, elle va prendre, je prends de manière imagée, c'est-à-dire qu'elle va coller le gène ABL, qui est un pronto-oncogène. Est-ce que tout le monde connaît la notion de proto-oncogène ou pas? Ok. Donc, qui est présent sur le chromosome 9 et qui va posséder donc une activité tyrosine kinase avec le gène BCR qui est lui présent sur le chromosome 22. Et en fait, ça va, comment dire, coller tout ça. Et en fait, ça va aboutir donc au gène de fusion BCR-ABL. Ce gène de fusion, comme c'est un gène, il va coder pour une oncoprotéine, donc la protéine de fusion BCR-ABL. Et cette protéine de fusion, en fait, elle va avoir une activité tyrosine kinase augmentée. Et quand tu as une activité tyrosine kinase augmentée, tu vas avoir la capacité de majorer l'expansion clonale par l'activation en fait de médiateurs en fait simplement au niveau cellulaire. Hein. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Par exemple, c'est les MAP kinases et consorts, les RAS et tout. Et en fait, on va avoir alors en fait une expansion clonale de la lignée granuleuse. Sauf qu'en fait, elle ne va pas bloquer la maturation comme au niveau de la leucémie aiguë. On n'aura pas de blocage de maturation, en fait, ça va aller jusqu'au bout. Et donc, on aura la diminution de l'apoptose, la réduction de l'adhésion et une instabilité génomique. C'est-à-dire que, en fait, la protéine de fusion, elle va agir de telle sorte qu'on aura une diminution de la réapparition de l'ADN. C'est des mécanismes assez complexes. Quand vous voyez les articles, c'est un peu beaucoup complexe, donc j'ai essayé de simplifier, sachant que pour le concours, vous n'avez pas besoin d'aller dans les trucs moléculaires et tout, il faut juste savoir le strict minimum. Ok, donc après, les autres diapositives, en fait, c'est vraiment des images. J'ai mis les sources, en fait, pour si certains sont intéressés à aller voir les articles, où en fait, on voit augmentation du BCR et il y a tout ce que quand on a en fait la protéine de fusion, tout ce que ça fait en fait. Ça entraîne des résistances à l'apoptose, ça va altérer l'adhésion et la mobilité des cellules, ça va inhiber les suppresseurs tumorales, ça va entraîner une arrêtation, ça va arrêter tout ce qui est différenciation myéloïde et tout. Donc ça, c'est un truc qu'il faut connaître. Et j'ai aussi j'ai mis une deuxième photo, si je ne me trompe pas, une deuxième image avec, bon, ça c'est le mécanisme d'action. Je vous ai un peu spiolé. Ouais, ça fait rien. On va aller directement sur le mécanisme d'action, ça fait rien. Qui veut faire le mécanisme d'action, sachant que, bon, je vous l'ai montré. Personne ne veut détailler un peu le mécanisme d'action, sachant que, bon,
On a mis la diapositive? Non? Toujours personne? Juste les grandes lignes. Hein. Ok. Ok, ouais. Ok. Bon. Bon, moi, je veux bien essayer du coup Ok, le mécanisme d'action. je t'écoute alors. Alors, il me semble que du coup, le transcrit, il va se fixer sur le site de l'ATP au niveau de la tyrosine kinase. Et du coup, ça va bloquer l'action de la tyrosine kinase et donc blocage de la prolifération. Ok, c'est ça en quelque sorte la finalité. Ok, donc là j'ai fait un petit schéma, toujours pour les petits, bon, j'ai pas fait, hein, j'ai pris sur un site. Donc en fait, on aura donc une inhibition compétitive et sélective de l'activité tyrosine kinase par compétition avec l'ATP. C'est-à-dire qu'en fait, les ITK, ils vont avoir la capacité de se fixer en fait au niveau du site catalytique, en fait, au niveau de la zone de fixation de l'ATP. Donc en fait, ça va empêcher la phosphorylation. Qui dit empêchement de la phosphorylation, on aura le maintien. Donc en fait, la protéine va devenir inactive. Et donc en fait, ça va entraîner donc une induction de l'apoptose des lignées cellulaires. Donc c'est comme ça qu'on pourra se retrouver en fait à avoir en fait une absence de chromosomes de Philadelphie parce qu'on n'aura plus en fait de prolifération, on n'aura plus d'anomalies chromosomiques, de mutations un peu ponctuelles et autres. Et donc là, j'ai mis ça au niveau de la prolifération, donc ça limite la prolifération, ça limite l'invasion et tout. Est-ce que vous avez compris? Sachant que si on vous demande le mécanisme d'action, hein, il ne faut pas aller dans les phrases et tout, ça c'est suffisant. Ok, c'est clair, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Posez des questions. Si vous n'avez pas compris, même si je ne sais pas y répondre tout de suite, je ferai des recherches approfondies pour vous donner une réponse claire. On va aller sur la question numéro 5. Ah non, 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 non. Toujours la question 4. Est-ce que quelqu'un veut me parler du suivi du traitement, s'il vous plaît? Personne pour me parler du suivi du traitement? Oui. Ouais. Ouais, la fréquence. Les attendus aussi, qu'est-ce qu'on veut? À quel moment on peut dire que le patient est en réponse optimale? Du coup, moi, je veux bien répondre. Ah oui, attends, je vais juste voir. J'aime bien poser. Ah, oui, bah oui, continue si tu veux. Et du coup, pour le suivi, on veut obtenir une réponse hématologique complète, c'est-à-dire une normalisation du coup des valeurs de la NFS. Les leucocytoses inférieures à 10 gigas par litre et du coup une réponse cytogénétique complète avec 0% des cellules qui portent le chromosome Philadelphie. Et du coup, une réponse moléculaire, donc avoir un ratio BCR-ABL inférieur à 0,1%, je crois. Et je ne me souviens que de ça, du coup. Tu te souviens pas du ratio BCR-ABL, tu peux l'oublier. Même moi, je ne le connaissais pas, hein, clairement. Ok. Du coup, voilà, que ça soit indétectable en gros, quoi. Que le transcrit, on ne puisse plus le détecter par PCR ou fiche. Ok. Très bien. Est-ce que tu as parlé de la cytogénétique ou pas du tout? Ça ne me dit rien du tout. Comment ça? Tu as parlé des critères cytogénétiques?
Oui, bah, du coup, j'ai dit l'éradication des cellules porteuses de la translocation, c'est-à-dire que quand on fait le suivi, qu'on n'ait plus de cellules qui portent le chromosome Philadelphie, il me Ouais, semble. ok. Ouais, c'est ça. Ok, merci à toi d'avoir voulu répondre. C'est bon, c'est en quelque sorte ça. Donc, je suis allée vous chercher des petits tableaux de l'ELN. Et donc là, en fait, j'ai mis dans l'ordre que je voulais, hein. Donc, au niveau du suivi moléculaire, donc c'est pas RT-qPCR, c'est tous les 3 mois jusqu'à rémission moléculaire majeure, puis tous les 3 à 6 mois. Le suivi cytogénétique, c'est pour détecter donc les anomalies additionnelles et observer l'absence du chromosome de Philadelphie au karyotype. Et en fait, la base, c'est sur 20 mitoses analysées. C'est-à-dire qu'on va analyser 20 cellules en phase de mitose et on va voir si sur ces 20 cellules-là, on a toujours le chromosome de Philadelphie ou pas. Et en fait, la réponse cytogénétique, elle doit être complète à 6 mois. Et donc, en fait, le suivi, c'est 3, 6 et 12 mois. Le suivi hématologique, c'est NFS toutes les 2 semaines jusqu'à rémission hématologique complète, puis c'est environ 4 fois par an. Donc là, en fait, j'ai mis le petit tableau. Ça, ce petit tableau-là, il y a la petite, avec la réponse, en fait, simplement, oui, avec la réponse, c'est pas la réponse. La réponse moléculaire et Oui, cytogénétique. avec la réponse moléculaire, où en fait, il y a les petites en anglais, mais c'est facile à comprendre, hein. Il y a les petits mois pour ceux qui sont un peu plus visuels. Je crois que j'ai fait un autre, oui. Et là, en fait, j'ai fait c'est un autre tableau ici où en fait, il y a les trucs qu'il faut faire. En fait, c'est tous les 3 mois jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Et après, c'est tous les 3 à 6 mois. En fait, c'est ce que j'ai dit en test, mais de manière un peu plus sous forme de tableau, quoi. On va au niveau des effets indésirables des ITK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Je peux le faire si vous voulez. Oui, bah, je veux bien. Ok, moi j'ai mis qu'il y avait des cas de réactivation du VHB et que c'était pour ça qu'en bilan pré-thérapeutique, on faisait toujours le genre, comment dire, qu'on dépistait une infection au VHB. Il y avait effectivement la rétention hydrique. J'ai mis aussi la modification de la glycémie, notamment chez les diabétiques. J'ai mis les anomalies biologiques, j'ai mis azatalate, souvent inférieur à 5 fois la normale, et hypophosphatémie, et j'ai mis des crampes. Voilà. Ok. 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 Donc là, moi, quand on vous parle d'effets indésirables, c'est pas le but, c'est pas d'apprendre tout le debug médicament ou tout le Vidal en effets indésirables. C'est d'apprendre les effets indésirables qui sont caractéristiques de chaque classe. C'est ça le but. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Si je vous parle en bioge, je parle des statines, il faut apprendre les effets indésirables qui sont caractéristiques ou fréquents. Il ne faut pas aller apprendre tous les effets indésirables des statines. Clairement, il faut apprendre 2 ou 3 effets indésirables, mais où là, on sait que c'est des effets indésirables vraiment classiques. Il ne faut pas apprendre les effets indésirables type diarrhée, bon, voilà, ou des trucs assez basiques. Vraiment des trucs hyper caractéristiques des molécules. Ça rapporte des points. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre les trucs comme hypersensibilité et tout, mais au niveau hyper... pourquoi dans le DB, on ne parle pas du suivi hématologique, dans le suivi du traitement? C'est peut-être un oubli de leur part, hein. Sinon, le suivi hématologique, il fait partie en fait des recommandations, il fait partie de ce qu'on cherche en fait. Puisque de toute manière, la base en fait au début en fait, la LMC, tu vas le diagnostiquer d'abord. En fait, c'est par un bilan biologique en fait. C'est très fort. C'est comme ça. Je sais pas. Le médecin il dit attendez, je vais vous faire un bilan bio et là on voit que
la patiente est mini et tout. Donc, vraiment, le suivi hémato, il est hyper important. C'est à partir de l'hémato et de la NFS qu'on se dit, ah, on va aller taper sur le myogramme, on va aller taper sur la biologie moléculaire et tout. Bon, je pense que c'est peut-être un oubli de leur part, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. J'en saurais rien. Donc là, je voulais lister un peu les effets indésirables qui sont plutôt communs aux ITK, sachant qu'il y a des effets indésirables qui sont spécifiques molécule par molécule. Je vais vous en citer quelques-uns parce que mon prof nous avait fait il nous avait mis un petit truc en fait, molécule par molécule, pour ceux qui veulent l'avoir. Là, parce que là, en fait, j'ai mis un peu famille ITK, les effets indésirables que ça pouvait donner. Mais en fait, chaque molécule va avoir en fait des effets indésirables qui sont un peu caractéristiques. Et si vous voulez, attendez, voilà. Par exemple, je prends un exemple. L'imatinib va plutôt donner de l'asthénie avec des œdèmes. Le datatinib, il va aussi donner de tout ce qui est rétention hydrosodée. Le linotinib peut donner des allongements de l'intervalle QT avec des troubles cutanés. Le bosutinib, c'est plutôt une toxicité qui est hémato, donc anémie, neutropénie. Et le ponatinib, c'est des thromboses artérielles et veineuses. Voilà. Donc, ce que je vous ai donné là, c'est vraiment les effets indésirables qui sont généralistes. Et après, molécule par molécule, vous pouvez aller taper sur des effets indésirables qui sont beaucoup plus spécifiques de chaque molécule. Sachant que le souci, c'est qu'il y a beaucoup de molécules à apprendre. Donc, si on doit faire ça pour toutes les molécules, ça va être un peu compliqué. Mais pour une molécule, vous pouvez apprendre que ça fait telle chose. Par exemple, pour le ponatinib, thrombose artérielle et veineuse, c'est très spécifique. Ça, on peut se permettre d'apprendre. Est-ce que ça vous va pour cette partie-là? On peut continuer. OK. Donc, la question 6, c'était qu'est-ce que signifie non-répondeur au traitement? Donner une possible explication à l'échec thérapeutique. La mutation, attendez, j'ai pas lu. La mutation, non, pourquoi dans le bouquin, dans le chat, quelqu'un a dit. Ah, c'est I en fait, ça doit être une erreur du livre. Il faut vraiment relire les livres en fait, ne prenez pas tout au comptant, clairement. Est-ce que quelqu'un voudrait bien répondre à cette petite question? C'est la dernière de toute manière, c'est bientôt terminé. Même par message. C'est la dernière question, après je vous laisse, ne vous inquiétez pas. Ok. Et pourquoi un échec au traitement? Une petite explication? Ok, d'accord. Ok, ouais. Pas mal. Il y a, oui, d'autres explications. Qu'est-ce que je vous ai dit, par exemple? Ouais, une mutation. Très bien. Ok, diminution de l'influx. Ah, c'est très bien comme réponse. Ouais. Ok, donc là, bon, moi j'ai mis non répondant au traitement, ça signifie qu'on a une absence de réponse optimale au traitement, ça peut être un échec. Et dès qu'on a une réponse qui est non optimale, il faut toujours rechercher des causes de l'échec thérapeutique. Et sur ce diapositive, j'ai distingué la résistance primaire de la résistance secondaire. La résistance primaire, elle est définie comme une absence de réponse hématologique complète après 3 mois de traitement et une absence de réponse cytogénétique après 6 mois de traitement. La réponse secondaire, c'est tout ce qui est perte de réponse hématologique, cytologique ou moléculaire. Là, j'ai cité un peu différentes causes de résistance. Ça peut être des causes pharmacocinétiques, par exemple le métabolisme des cytochromes 3 à 4. Ça peut être une diminution de l'influx ou une augmentation de l'efflux. Ça peut être un défaut d'observance, mais ça peut être tout ce qui est moléculaire.
Donc, avec des modifications quantitatives de l'acide, amplification génique du BCR-ABL, duplication du chromosome de Philadelphie. Ça peut être des modifications qui sont plutôt qualitatives de la cible ou des mutations ponctuelles. Et pour mettre en évidence ces mutations, en fait, on fait, comme je vous avais dit, de la RT-QPCR ou on peut faire aussi sur le cariotype médulaire pour mettre en évidence ces mutations ponctuelles. Là, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que je vais vous mettre par message mon pseudo si vous avez des questions par la suite. Je vais vous mettre mon pseudo par la suite si vous avez des questions sur la leucémie myélique chronique en général et sur l'onco-hémato, si j'arrive à vous répondre. Sur Discord, c'est ça, hein, c'est AMA, A-M-A. Au niveau diminution de l'influx, qu'est-ce que tu veux dire, Océane, quand tu dis diminution de l'influx entre parenthèses? Ouais. Ah, selon chaque molécule. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux prendre le tableau de mon prof et vous le mettre. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous les aurez molécule par molécule. Est-ce que vous avez... Océane, quand tu parles de diminution de l'influx, tu parles de quoi? Alors, je ne sais plus le mécanisme exact, mais je crois qu'il y a c'est à cause d'une pompe. Le médicament rentre moins dans la cellule, je suppose. Ouais, t'as raison, t'as bien ça fait partie des résistances pharmacocinétiques. De la molécule. Ok. On doit rajouter quoi? Je mets en génie de la biologie moléculaire. Sinon, Oui. Lucas a raison, la PCR, c'est un acronyme qu'il faut définir Ouais. au moins une fois sur la copie. Donc c'est polymérase chain reaction. Pour les ITK. Alors Océane, il faut savoir que la RT-PCR, tu peux la faire sur 100. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que tu fais le diagnostic de la LMC. Après, si tu as la myélémie qui n'est pas nette, là par contre, tu es vraiment obligé de passer sur une ponction médulaire. Attends, ok, merci. Okay. Est-ce que ça va? C'était bien? Vous avez plutôt bien compris? Est-ce que j'ai été bien au niveau de l'explication? Pas trop rapide? Ok. Je vais vous mettre les diapos le plus rapidement possible, sachant que j'essaie de vous faire en fait une correction que pourrait imprimer hors diapo. Donc, comme j'ai dit sur le Discord, c'est Ama. Si vous avez des questions un peu plus, d'autres questions sur la LMC, je pourrais faire des recherches un peu plus approfondies pour vous répondre, à vos questions. Si vous avez d'autres questions sur l'oncohémato aussi, j'aime bien, j'aime trop l'oncohémato, donc voilà. Et je vous fais des gros bisous, je vous fais merde pour la préparation, ne lâchez rien, ça en vaut vraiment le coup, vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, passez une bonne soirée. Et du coup, la semaine prochaine, la conférence sera faite par Anaël et ça sera sur un peu de la mycologie. Donc, du coup, on va vous donner les sujets demain grand On maximum. peut refaire des petits QCM UCLAP avant de commencer la correction pour ceux avant. Ah oui, bah d'accord, ouais, on peut, ouais. C'est possible. Après, oui, pour tous ceux ça a qui pris du sont... temps. Ça a pris du temps parce que moi, je suis un peu une nulasse en fait en info. Hein, donc, clairement. Ouais. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le Discord, toutes les semaines, on va essayer de faire des thématiques sur les quiz qu'on met. Donc là, cette semaine, ça va être la thématique mycologie. Parce qu'on va essayer de rester dans la thématique de la conférence. Donc, c'est soit des QCM, soit ça peut être même des mini-dossiers patients en QCM, histoire de pouvoir tester un peu ses connaissances et voir s'il n'y a pas quelques lacunes qui traînent, si jamais vous avez déjà vu le cours, ou même ça permet de découvrir le cours de façon plus ludique, on va dire. Mais du coup, bonne soirée à tout le monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous solliciter sur le
à nous solliciter sur le Discord en cas de questions, hein, c'est fait pour. Et pour tous ceux qui auraient des problèmes pour accéder à des drives et autres, n'hésitez pas aussi à nous mettre un message parce que j'ai vu qu'il y avait certains adhérents qui étaient passés dans les spams. Donc du coup, j'ai traité les demandes, mais peut-être avec 1 ou 2 semaines de décalage. Et si vous voyez que ça tarde vraiment beaucoup, n'hésitez pas à me le dire parce que je dois vous avouer que les spams, c'est pas ce que j'ai regardé le plus souvent dans la boîte mail. Du coup, bonne soirée à tout le monde et puis bah, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là.